L'invitation au mariage est arrivée un mardi, glissée sous la porte de mon appartement comme un couteau entre les côtes, sur un papier cartonné crème, avec des lettres dorées en relief, l'écriture cursive de ma sœur annonçant son mariage avec Derek, mon Derek, l'homme avec lequel j'avais passé 3 ans à construire une vie jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle le voulait ici, qu'elle le voulait là aussi. Je me tenais debout dans mon studio exigu, l'enveloppe tremblant entre mes mains, et je me demandais comment quelqu'un pouvait se sentir à la fois si vide et si lourd. Le radiateur cliquetait et sifflait, luttant contre le froid de février qui s'infiltrait à travers les fenêtres à simple vitrage. Dehors, la ville grondait avec son indifférence habituelle. Les klaxons des voitures, les sirènes lointaines, le crissement métallique du métro à 2 pâtés de maison. À l'intérieur, mon monde se composait de meubles dépareillés provenant de brocantes, d'une plaque chauffante qui ne fonctionnait que sur un seul réglage et de l'odeur persistante du restaurant indien du rez-de-chaussée qui s'était imprégnée de façon permanente dans mes vêtements. J'étais invisible ici. Invisible partout, en fait. À l'hôpital où je travaillais comme aide-soignante. J'étais celle qu'on appelait quand personne d'autre ne voulait prendre un service. Celle qui nettoyait les bassins et changeait les draps pendant que les infirmières prenaient leur pause pour aller dîner en famille, à l'époque où j'y participais encore. J'étais la responsable, la fade, celle qui ne causait jamais de problème et ne demandait jamais d'attention. Contrairement à Vanessa, ma sœur avait toujours été le fils, et j'avais appris très tôt à rester discrète, me contentant de la lumière réfléchie. Quand elle s'était présentée à l'appartement que Derek et moi partagions, en pleurant à cause d'une audition ratée, je l'avais laissée dormir sur notre canapé. Quand elle avait eu besoin d'argent, je le lui avais donné, puisant dans mes maigres économies. Quand elle avait commencé à porter mes vêtements et à utiliser mon maquillage, je n'avais rien dit. J'aurais dû me douter qu'elle le voudrait aussi. L'invitation indiquait le lieu Osto, un restaurant italien haut de gamme à Manhattan que je ne pourrais jamais me permettre, même en économisant pendant un an. Le mariage était dans 2 semaines. Ils voulaient que je sois là. Vanessa avait griffonné une note au dos de l'invitation dans son écriture négligée. Viens, s'il te plaît, ma sœur. Ce ne sera pas pareil sans toi. Je sais que les choses sont compliquées, mais je t'aime. J'ai froissé l'invitation et l'ai jetée à la poubelle, mais les mots m'avaient déjà marqué. Compliqué. Elle avait bandé mon petit ami dans notre lit pendant que je faisais un double service. Et quand je suis rentré plus tôt à cause de la grippe, je les ai trouvés enlacés dans les drops que j'avais lavés le matin même. Le regard de Derek n'était pas celui de la culpabilité. C'était celui du soulagement, comme s'il attendait la permission d'arrêter de faire semblant. Emma, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, avait-il dit en cherchant son caleçon, tandis que Vanessa avait l'audace de paraître émue et magnifique dans mon vieux T-shirt de l'Université de New York. Je suis parti cette nuit-là avec 2 valises et ce qui restait de ma dignité. C'était il y a 4 mois. Aujourd'hui, je faisais un double service à Mountsea. J'avais mal aux pieds dans mes baskets, bon marché usés au talon. Madame Patterson, dans la chambre 412, avait vomi 2 fois sur moi. Un adolescent victime d'une overdose était mort malgré tous nos efforts. Et j'avais dû réconforter sa mère alors que je sentais encore le vomi de quelqu'un d'autre. Le médecin traitant n'avait pas appris mon nom au cours des 6 mois où j'avais travaillé là-bas. Il m'appelait simplement « toi » ou « hey ». Lorsque je suis sorti en titubant dans la nuit de mars, j'étais si fatigué que je ne sentais presque plus le froid. Le métro allait me prendre 40 minutes. Je n'avais pas les moyens de prendre un taxi, mais il y avait un bus qui traversait la ville. Et si je me dépêchais, je pouvais attraper celui de 23h15. Je me suis mis à courir. Les portes du bus se fermaient lorsque je suis arrivé. Et le chauffeur, ennuyé, indifférent, les a ouvertes avec un soupir hydraulique. Je suis monté à bord, cherchant ma carte de métro avec mes doigts engourdis, et je me suis effondré sur un siège à l'arrière. Le bus sentait la laine mouillée et le repas fast-food de quelqu'un. Les lumières fluorescentes clignotaient au-dessus de nos têtes, plongeant tout dans une lueur jaune maladive. Il y avait peut-être 6 autres passagers, tous aussi épuisés que moi, tous invisibles les uns aux autres. J'ai appuyé ma tête contre la vitre froide et j'ai fermé les yeux. Le bus a démarré en cahotant et je me suis laissé bercer par le mouvement jusqu'à sombrer dans un demi-sommeil. Cet espace dangereux où les pensées deviennent des rêves et où les souvenirs se fondent dans le présent. J'ai vu le visage de Derek, les larmes de Vanessa,
L'expression déçue de ma mère lorsque je lui ai dit que je ne viendrais plus au dîner du dimanche. Tu dramatises, Emma, m'avait-elle dit. Vanessa ne voulait pas te faire de mal. Ce sont des choses qui arrivent. Tu dois apprendre à pardonner. J'avais raccroché sans répondre. Le bus s'est arrêté brusquement et j'ai ouvert les yeux. Nous n'étions pas à mon arrêt. Nous étions loin de mon arrêt. Le chauffeur semblait nerveux tandis que deux hommes en costume sombre montaient à l'avant. Tout en eux respirait le danger. Ils se déplaçaient comme des prédateurs, leurs yeux scrutant le bus avec un regard froid qui me donnait des frissons dans le dos. L'un d'eux était plus âgé, peut-être la quarantaine, avec des mèches argentées dans ses cheveux foncés et une cicatrice qui lui barrait le sourcil gauche. L'autre était plus jeune, bâti comme s'il avait passé sa vie dans une salle de sport, avec des mains tatouées et une mâchoire qui aurait pu couper du verre. Derrière eux, à travers la porte ouverte, je pouvais voir un SUV noir garé au bord du trottoir, les vitres teintées si foncées qu'elles semblaient vides. Tout le monde descend, a dit le plus âgé. Sa voix était calme, presque douce, mais elle avait le poids d'une autorité absolue. Maintenant, les autres passagers se sont empressés d'obéir, rassemblant leurs affaires et se précipitant devant les deux hommes comme des lapins effrayés. Je suis resté figé, mon cerveau épuisé luttant pour comprendre ce qui se passait. Toi aussi, ma chérie, a dit le plus âgé en me regardant directement. Je me suis levé, les jambes tremblantes, mon sac d'infirmière serré contre ma poitrine comme un bouclier. Alors que j'avançais dans l'allée, les yeux du plus jeune me suivaient avec une intensité qui me donnait la chair de poule. Je gardais les yeux baissés, essayant de me faire encore plus petite, plus invisible. J'étais presque arrivé à la porte quand cela s'est produit. Mon pied s'est pris dans quelque chose, peut-être la sangle d'un sac, ou simplement ma propre fatigue maladroite, et je suis tombé en avant. Mon sac s'est envolé, son contenu s'est répandu sur le sol du bus, des tampons, une barre granola à moitié mangée, mon vieil iPod, mon badge de travail et, à ma grande honte, l'invitation de mariage froissée que j'avais apparemment fourrée dans mon sac au lieu de la jeter à la poubelle. Je suis tombé lourdement sur le sol, les paumes endolories, le visage brûlant de humiliation. J'ai marmonné, me dépêchant de ramasser mes affaires avant que ces hommes dangereux ne perdent une patience et ne fassent ce que les hommes dangereux font aux obstacles gênants. Mais alors, des mains se sont posées sur mes bras, fortes, prudentes, m'aidant à me relever. Doucement, a dit une voix, et ce n'était ni celle de l'homme plus âgé, ni celle du plus jeune. C'était quelqu'un d'autre. J'ai levé les yeux et le monde s'est incliné. Il était jeune, peut-être la trentaine, et d'une beauté qui semblait presque cruelle. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, dévoilant un visage qui aurait pu être celui d'une star de cinéma. Il avait les pommettes saillantes et une bouche qui semblait rarement sourire. Ses yeux étaient de la couleur d'un whisky coûteux, ambré, doré et dangereux, et il me regardait avec une intensité qui me coupa le souffle. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en 6 mois. Il était gris anthracite et parfaitement ajusté à un corps qui respirait la puissance. Son parfum m'envahit comme une vague. Du bois de santal et quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui me faisait penser à la fumée et au secret. « Vous êtes blessé ?» demanda-t-il d'une voix sombre et veloutée, avec un accent que je ne parvenais pas à identifier. Italien, peut-être. Ses mains étaient toujours posées sur mes bras pour me stabiliser, et je pouvais sentir leur chaleur à travers ma veste fine. « Je vais bien, » répondis-je, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. « Je suis désolé, je ne voulais pas. »« Ramasse ses affaires, Marco, » dit-il en m'interrompant, et l'homme plus âgé s'accroupit immédiatement pour ramasser mes affaires éparpillées. Je regardais en silence, stupéfaite. Cet homme à l'air dangereux ramassait soigneusement mes tampons, ma barre granola et mon badge de travail sans montrer le moindre signe de jugement ou de dégoût. Il lissa même l'invitation de mariage avant de tout remettre dans mon sac. Le bel homme, manifestement quelqu'un d'important, manifestement quelqu'un à qui ces autres hommes dangereux obéissaient, ne m'avait toujours pas lâché les bras. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. J'aurais dû mentir. Tous mes instincts me poussaient à mentir, à courir, à m'éloigner le plus possible de cette situation. « Emma » ai-je murmuré à la place. Quelque chose a vacillé dans ses yeux ambrés. De l'intérêt peut-être, ou de la reconnaissance, même si je ne voyais pas pourquoi cet homme me reconnaîtrait. Je n'étais personne.
invisible. Emma, a-t-il répété comme s'il savourait mon nom. Son pouce a effleuré mon bras, dessinant un petit cercle qui m'a donné des frissons dans le dos. Vous travaillez à Mancy? Il avait vu mon badge. Bien sûr, il avait vu mon badge. Oui, répondis-je à ma mère. De nuit? Oui. Et tu prends le bus seul à minuit pour rentrer chez toi. Il y avait maintenant quelque chose de dangereux dans son ton. Quelque chose qui rendait l'atmosphère entre nous électrique. Je n'ai pas les moyens de faire autrement, dis-je, et je détestais le ton défensif de ma voix. Il serra la mâchoire. Derrière lui, le plus jeune changea de position et j'aperçus le reflet métallique d'une arme sous sa veste, un pistolet. Bon sang, ces hommes avaient des armes. Ça va changer ce soir, dit le bel homme. Marco, ramène-la chez elle. Quoi? Non, je ne peux pas. Tu peux et tu le feras. Sa voix était passée de velouté à métallique. As-tu la moindre idée du quartier que tu vas traverser à cette heure-ci? Avec cette apparence? Quelle apparence? Celle d'une personne fatiguée, invisible, avec une veste tachée et des baskets usées. Mais je n'ai pas dit ça. Je suis restée là, tremblante, tandis qu'il relâchait enfin mes bras et reculait. La perte de son contact m'a semblé physique, comme un courant d'air froid là où il y avait eu de la chaleur. Je ne vous connais même pas, ai-je dit faiblement. Sa bouche s'est alors légèrement incurvée. Ce n'était pas tout à fait un sourire. C'était quelque chose de plus sombre, de plus possessif. Non, a-t-il acquiescé. Pas encore. Marco m'a tendu mon sac, le visage soigneusement neutre. Le jeune homme s'était déjà dirigé vers la porte, parlant doucement au téléphone. Le bel homme m'observait de ses yeux ambrés, et je me sentais piégé, pas par la force, mais par le poids même de son attention. Le SUV ou le bus, Emma, a-t-il dit doucement. Choisis. J'ai regardé le bus vide, le chauffeur nerveux qui évitait mon regard, la rue sombre au-delà. Je pensais à mon petit appartement, à la longue marche depuis l'arrêt de bus, aux ombres entre les lampadaires où n'importe quoi pouvait m'attendre. Je pensais à quel point j'étais devenu invisible, à ce que personne ne remarquerait ma disparition. Le SUV, murmurai-je. Il sourit alors, sourit vraiment. Et ce fut la chose la plus belle et la plus terrifiante que j'avais jamais vue. Brave fille, dit-il, et tout mon corps réagit à ces deux mots d'une manière qui aurait dû m'alerter. Marco m'a conduite jusqu'au véhicule tandis que le bel homme parlait doucement au chauffeur, lui faisant signe de partir. Le bus s'est éloigné et j'ai vu ma voie de sortie disparaître dans la nuit. L'intérieur du SUV était tout en cuir noir et vitres teintées, avec une odeur chaleureuse et coûteuse. Je me glissai sur la banquette arrière et Marco ferma la porte avec un léger clic qui ressemblait trop à celui d'une cage qui se verrouille. Le bel homme monta à côté de moi, assez près pour que je puisse sentir sa chaleur, mais assez loin pour que nous ne nous touchions pas. Le jeune homme prit place sur le siège passager avant et un chauffeur que je n'avais pas remarqué auparavant démarra. Personne ne parlait. Je serrais mon sac contre moi et essayais de ne pas penser à l'invitation de mariage qu'il contenait, à Vanessa et Derek, à la façon dont je m'étais retrouvé dans un véhicule avec des hommes armés et un bel inconnu qui me regardait comme si j'étais quelque chose de précieux et de fragile. « Où habitez-vous? » demanda-t-il finalement. Je lui ai donné mon adresse d'une voix à peine audible. Il a dit quelque chose en italien rapide au chauffeur, qui a hoché la tête. Puis ses yeux ambrés se sont posés à nouveau sur moi, m'observant avec une intensité qui m'a donné envie de me recroqueviller. « Tu trembles, a-t-il remarqué. « J'ai froid, ai-je menti. « Non, a-t-il répondu doucement. « Tu as peur, je ne l'ai pas nié. » Il a retiré sa veste d'un geste fluide et élégant et l'a posée sur mes épaules avant que je puisse protester. Son poids m'enveloppait comme une étreinte et son parfum m'enveloppait complètement. Bois de santal, fumé, quelque chose qui lui était propre. « Ça va mieux? » m'a-t-il demandé. J'acquiesçais, ne faisant pas confiance à ma voix. Le trajet se déroula en silence, les lumières de la ville défilant derrière les vitres teintées. J'aurais dû me sentir piégé, terrifié. Au lieu de cela, enveloppé dans la veste de cet inconnu, je ressentais tout autre chose. Un sentiment de sécurité, ce qui était complètement fou. Lorsque nous arrivâmes devant mon immeuble, situé dans un quartier qui semblait encore pire vu de l'intérieur de ce véhicule de luxe, il l'étudia avec une expression que je ne parvins pas à déchiffrer. « 5e étage, dis-je. Pas d'ascenseur. »« Criminel, murmura-t-il. Marco ouvrit ma porte et je commençai à sortir, retirant déjà la veste pour la lui rendre. « Garde-la, dit le bel homme.
J'en ai d'autres. Bien sûr qu'il en avait d'autres. Merci. Je m'en suis sorti pour le trajet. Tu n'avais pas à le faire. Oui, m'interrompit-il, ses yeux fixés sur les miens. Je l'ai fait. Je me tenais sur le trottoir, sa veste sur les épaules, et je regardais Marco remonter dans le véhicule. La vitre du beau jeune homme s'abaissa et, pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés. Emma, dit-il finalement, cette invitation dans ton sac, le mariage. Mon estomac se noua. Comment peux-tu ne pas y aller? Dit-il, et ce n'était pas une suggestion. Peu importe ce qu'il représente pour toi, peu importe qui il est, tu vaux mieux que de ramper pour assister à leur bonheur. La vitre remonta avant que je puisse répondre, et le SUV s'éloigna, me laissant debout dans le froid, les larmes aux yeux et des questions auxquelles je ne pouvais répondre. Je ne connaissais pas son nom. Je ne savais pas pourquoi il m'avait aidé, pourquoi il m'avait regardé ainsi, pourquoi ces mots avaient transpercé toutes les défenses que j'avais érigées. Je gravis les 5 étages qui menaient à mon appartement, toujours enveloppé dans sa veste, et trouvai une carte de visite dans la poche. Pas de nom, juste un numéro de téléphone gravé en doré, et en dessous, un seul mot en italien que je devais traduire avec Google. Néo à moi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, je me suis assise sur mon canapé usé, sa veste posée sur mes genoux, tournant et retournant cette carte de visite entre mes doigts jusqu'à ce que les bords s'usent. Le mot unique me fixait, gravé en doré. Mio à moi. L'audace de ce mot aurait dû me mettre en colère. Cet inconnu beau et dangereux avec ses gardes armés dans son SUV de luxe, avait décidé que je lui appartenais sur la base de quoi? Une chute maladroite dans un bus, un aperçu de ma vie pathétique qui se répandait sur le sol. Mais je n'étais pas en colère. J'étais terrifié par mon envie d'appeler ce numéro. L'aube s'est glissée par mes fenêtres dans des tons de gris et de rose, et je me suis finalement traîné jusqu'à la douche. L'eau n'était jamais vraiment chaude dans cet immeuble, mais je suis resté sous le jet tiède jusqu'à ce que ma peau se ride, essayant de faire disparaître l'odeur persistante de bois de santal et de fumée. Cela n'a pas fonctionné. Sa veste était accrochée à l'arrière de la porte de ma salle de bain, et même avec la porte fermée, je pouvais la sentir. Je pouvais le sentir. Une odeur riche et sombre, complètement déplacée dans mon appartement minable, avec sa peinture écaillée et son plafond taché par l'eau. J'avais 3 jours de congé à l'hôpital, un cadeau rare qui signifiait généralement que je devais prendre des gardes à la clinique du Queens pour gagner un peu plus d'argent. Mais lorsque j'ai consulté mon téléphone, j'ai trouvé un SMS de mon supérieur. Quelqu'un avait fait un don généreux pour le bien-être du personnel. Tu es couverte pour la semaine. Repose-toi. Mes mains se sont engourdies. Personne ne faisait de dons pour le bien-être du personnel du programme d'aide infirmière de Mountsea. Nous étions au bas de la chaîne alimentaire, ceux qui étaient de service tous les jours fériés et oubliés à chaque événement de reconnaissance du personnel. Je savais avec certitude qui avait fait ce don. La carte de visite semblait brûler dans ma poche. J'ai passé la matinée à nettoyer mon appartement, à récurer les plaintes, à ranger les placards et à faire tout ce qui pouvait occuper mes mains et me distraire de la situation impossible dans laquelle je m'étais retrouvé. À midi, je n'avais plus rien à faire. L'invitation au mariage était posée sur le comptoir de ma cuisine, se moquant de moi avec son papier crème et ses dorures en relief. 2 semaines. J'ai pris mon téléphone 6 fois pour appeler Vanessa, pour lui dire que je ne viendrais pas, pour enfin lui dire tout ce que j'avais ravalé pendant des mois. Mais à chaque fois, je me souvenais de la voix de notre mère. Tu dramatises, Emma. Apprends à pardonner. Mon doigt s'est posé sur le numéro mystérieux. Je n'ai pas appelé, mais je n'ai pas non plus jeté la carte. On a frappé à ma porte à 14 heures. D'un ton sec et autoritaire, je me suis figé à mi-chemin de la cuisine, le cœur battant à tout rompre. Personne ne frappait à ma porte. Le système d'interphone de l'immeuble était cassé et tous ceux qui voulaient me joindre m'appelaient d'abord. À travers le Judas, j'ai vu Marco. Il se tenait dans mon couloir lugubre, comme s'il venait d'un autre univers. Il portait un costume sombre, parfaitement repassé, et affichait une expression professionnellement neutre, totalement indifférent aux graffitis sur les murs derrière lui ou à l'odeur des ordures qui débordaient de la poubelle. J'ai ouvert la porte avec des mains tremblantes. « Mademoiselle Emma », a-t-il dit, avec le même accent italien que son employeur. « Je m'excuse de vous déranger. »
Monsieur Castagliano souhaite que vous vous joigniez à lui pour le déjeuner. Monsieur Castagliano. Enfin, un nom à associer à ses yeux ambrés. Je n'ai pas appelé, ai-je dit bêtement. L'expression de Marco n'a pas changé. Non, mademoiselle. Vous n'aviez pas besoin de le faire. Je ne comprends pas. La voiture attend en bas. Si vous avez besoin de temps pour vous préparer, je peux attendre. Je baissai les yeux vers ma tenue, des leggings et un pull oversize qui avaient appartenu à Derek. Mes cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Je n'étais pas maquillé. Je portais toujours les mêmes chaussettes, usées dans lesquelles j'avais dormi. Je ne peux pas aller déjeuner comme ça. Je dis, Monsieur, Castellano se fiche de ce que vous portez, répondit Marco. Et quelque chose dans son ton suggérait que c'était un euphémisme. Mais si vous préférez vous changer, faites-le. J'aurais dû dire non. J'aurais dû fermer la porte et faire comme si rien ne s'était passé, comme si je n'étais pas tombé dans quelque chose qui dépassait largement ma compréhension. Au lieu de cela, je m'entendis dire « Donnez-moi 10 minutes ». Marco a hoché la tête une fois et s'est posté devant ma porte comme une sentinelle, les mains jointes devant lui, les yeux scrutant le couloir avec le même regard froid qu'il avait eu dans le bus. J'ai fermé la porte et je suis resté là, à respirer bruyamment. Qu'est-ce que je faisais? Mais je me dirigeais déjà vers mon placard, fouillant parmi les options limitées. Tout ce que je possédais, c'était des blouses d'hôpital ou des vêtements basiques bon marché achetés chez Target. Finalement, j'ai opté pour un jean noir qui n'était pas trop usé et un pull crème que Vanessa avait laissé derrière elle lorsqu'elle m'avait volé mon petit ami, un pull en cachemire doux qui avait probablement coûté plus cher que mon loyer. Je n'ai pas manqué d'apprécier l'ironie de la situation. J'ai détaché mes cheveux, je les ai brossés jusqu'à ce qu'ils brillent, puis j'ai appliqué un minimum de maquillage avec des mains tremblantes. La fille dans le miroir avait l'air jeune, effrayée et complètement dépassée. Mais au moins, elle n'avait pas l'air de sortir du lit. Sa veste était toujours accrochée à la porte de la salle de bain. Je l'ai attrapée sans réfléchir et l'ai mise sur mon bras. Si ce monsieur Castellano voulait déjeuner, je pouvais au moins lui rendre ses affaires. L'expression de Marco n'a pas changé quand je suis sorti, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. De l'approbation peut-être, ou de la pitié. Il fit un geste vers les escaliers, et je le suivis pendant 5 étages, très consciente de l'aspect délabré du bâtiment, aux yeux de quelqu'un qui évoluait clairement dans un autre monde. Le SUV attendait au bord du trottoir, élégant et noir, complètement déplacé parmi les Honda rouillés et les Toyota cabossés qui bordaient la rue. Quelques voisins regardaient depuis leurs fenêtres et je sentais leur curiosité comme un poids physique. Le chauffeur, un homme différent de celui de la veille, plus jeune et à l'allure militaire, ouvrit la porte arrière et je montai à bord. L'intérieur était exactement comme dans mon souvenir. Cuir noir, vitres teintées, parfum persistant de bois de santal. Mais cette fois, j'étais seul. Marco prit place sur le siège passager avant et le chauffeur s'inséra doucement dans la circulation. « Où allons-nous » demandai-je, ma voix résonnant trop fort dans le véhicule silencieux. « Ostos » a répondu Marco. Mon estomac s'est noué. Le restaurant italien à Manhattan. Oui, mademoiselle. Le même endroit où s'est déroulé le mariage de Vanessa. Bien sûr. Nous avons roulé en silence, quittant mon quartier pour nous diriger vers des zones de plus en plus chic, jusqu'à ce que les bâtiments deviennent plus hauts et plus propres, et que les gens sur les trottoirs portent des manteaux qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture, si j'en avais eu une. Hosto occupait le rez-de-chaussée d'un immeuble du centre-ville, avec une façade élégante et sobre, recouverte de lierre et éclairée par une douce lumière derrière des vitres dépolies. Un voiturier s'approcha immédiatement lorsque nous nous garâmes, et Marco ouvrit ma porte avant que je puisse atteindre la poignée. « Monsieur Castellano vous attend à l'intérieur, dit-il. » Je sortis, serrant ma veste contre ma poitrine comme une armure, et suivis Marco à travers les lourdes portes en bois. L'intérieur m'a coupé le souffle. La lumière chaude des lustres en cristal se reflétait sur les murs crème et les parquets en bois sombre. Les nappes blanches brillaient, ornées d'argenterie et de cristal qui captaient la lumière comme des étoiles. L'air sentait l'ail, le vin et le pain frais, et une douce musique italienne provenait de haut-parleurs cachés. C'était magnifique, élégant, complètement intimidant, et c'était vide. Toutes les tables étaient parfaitement dressées, mais inoccupées. Le seul mouvement venait du personnel en chemise blanche impeccable,
qui se déplaçaient comme des fantômes le long des bords de la pièce. « Où sont les clients ?» murmurai-je. Marco ne répondit pas. Il me conduisit simplement à travers la salle à manger principale vers un espace privé à l'arrière, séparé par une cloison en verre dépoli. Et il était là. Monsieur Castellano était assis à une table près de la fenêtre, la lumière de l'après-midi rendant ses cheveux foncés presque bleu-noir. Il avait retiré sa veste de costume, sa chemise blanche retroussée jusqu'au coude, révélant des avant-bras musclés et tatoués, des tatouages qui disparaissaient sous le tissu, promettant des secrets. Il se leva quand il me vit, et son mouvement était fluide, prédateur. Ses yeux ambrés me suivirent tandis que je m'approchais et je me sentis nu malgré mes vêtements. « Emma, dit-il, mon nom caressé par sa voix sombre et veloutée. « Tu es venue. Avais-je le choix? » demandai-je, surprise par le ton sec de ma voix. Il esquissa un sourire. « Il y a toujours le choix. Tu aurais pu renvoyer Marco. »« Vraiment? Oui. » Il tira une chaise et attendit. « Je n'ai pas pour habitude de forcer les femmes à déjeuner avec moi. Je voulais lui demander quelles étaient ses habitudes, quel genre d'homme fermait tout un restaurant pour un repas privé, ce que signifiaient ses tatouages, pourquoi ses gardes portaient des armes, pourquoi il avait aidé une inconnue dans un bus, puis décidé qu'elle était à lui. Au lieu de cela, je m'assis. Il repoussa ma chaise avec précaution et je sentis à nouveau son parfum. Ce mélange enivrant de bois de santal, de fumée et de quelque chose de plus sombre. Quand il s'est assis en face de moi, la table m'a soudain semblé trop petite. L'espace entre nous était chargé d'une énergie que je ne comprenais pas. « Tu as apporté ma veste » a-t-il remarqué. Je l'avais posée sur la chaise vide à côté de moi. « Je te la rendais. Je t'avais dit de la garder. Je ne peux pas accepter de cadeaux coûteux de la part d'étrangers. Nous ne sommes plus des étrangers, Emma. Tu connais mon nom maintenant. Seulement ton nom de famille, ai-je fait remarquer. Et seulement parce que Marco me l'a dit. Quelque chose a vacillé sur son visage. De l'amusement peut-être. Dante. Je m'appelle Dante Castagnano. Dante. Bien sûr. Même son nom sonnait comme de la poésie sombre. Un serveur est arrivé avec du vin, d'un rouge profond, probablement plus cher que ce que je gagnais en un mois, et l'a versé dans des verres en cristal sans demander. Dante m'observait avec ses yeux déconcertants, et je luttais contre l'envie de me tortiller. « Pourquoi suis-je ici ?» ai-je finalement demandé. « Parce que je voulais te revoir. Tu ne me connais pas? »« Pas encore, a-t-il répondu, reprenant ses mots de la veille. « Mais j'aimerais bien, ai-je dit en riant, d'un rire sec et amer. Pourquoi? Je ne suis personne. Une aide-soignante qui vit dans un appartement minable, prend le bus et n'arrive même pas à empêcher son petit ami de coucher avec sa sœur. » Les mots sortirent avant que je puisse les retenir, et je regrettais immédiatement de ne pas pouvoir les ravaler. L'expression de Dante devint très figée. « L'invitation, dit-il doucement. Ta sœur épouse ton ex. » Je saisis mon verre de vin et pris une gorgée qui aurait fait pleurer n'importe quel ivrogne. « Oui, et ils t'ont invité à regarder, oui. Ici, dans ce restaurant, oui. » Le silence qui suivit me sembla dangereux. La mâchoire de Dante s'était crispée, un muscle sautait sous sa peau et ses mains, posées sur la table, s'étaient crispées en poing. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-il d'une voix douce et mortelle. « Pourquoi? Comment s'appelle-t-il, Emma? »« Derek. Derek Morrison. » Je posai mon verre de vin avant de pouvoir le faire. « Peu importe, c'est fini. Ils ont gagné. J'ai perdu. Et maintenant, je vais passer le reste de ma vie à être la plus grande personne, tandis que tout le monde me dira de pardonner et d'aller de l'avant. Tu n'iras pas au mariage. Ce n'était pas une question. Je n'ai pas encore décidé. J'ai menti. Tu n'iras pas, il répéta, se penchant en avant. Tu ne vas pas rester là à les regarder célébrer ce qu'ils t'ont volé. Tu ne vas pas sourire et faire semblant d'être heureuse pour eux alors qu'ils affichent leur trahison devant toi. Ce n'est pas ta décision. Tu mérites mieux que ça, vraiment. » Sa voix était presque devenue un murmure, mais elle avait plus de poids que s'il avait crié. Mieux qu'un homme qui ne voyait pas ce qu'il avait. Mieux qu'une sœur qui prenait ce qui ne lui appartenait pas. Mieux qu'une famille qui te demande d'avaler ta douleur pour leur confort. Les larmes me brûlaient les yeux. Tu ne sais rien de moi. Je sais que tu te travailles jusqu'à l'épuisement pour prendre soin des autres. Je sais que tu prends le bus seul à minuit parce que tu n'as pas les moyens de te payer mieux. Je sais que tu gardes leur veste et leur t-shirt et que tu portes leur invitation comme un cilice, te punissant pour leurs péchés.
Il tendit la main par-dessus la table, ses doigts effleurant les miens. Je sais que tu es plus forte que tu ne le penses. Et je sais que lorsque tu es tombé dans ce bus et que tu m'as regardé, quelque chose s'est brisé dans ma poitrine. Je le fixais, le cœur battant si fort que je pouvais à peine respirer. C'est fou, murmurai-je. Tu es fou. Tout cela est inévitable. Il finit. Tu l'as ressenti aussi. Ne me mens pas, Emma. Je le vois dans tes yeux. Que Dieu me vienne en aide. Il avait raison. À partir du moment où ses mains m'avaient stabilisé, à partir du moment où ses yeux ambrés s'étaient fixés sur les miens, quelque chose avait changé dans l'univers. Je l'avais ressenti à ce moment-là et je le ressentais maintenant. Ce pôle, cette terrible, merveilleuse, terrifiante certitude que ma vie venait de se diviser en avant et après. Avant Dante et après Dante, le serveur est revenu avec des plats que je ne me souvenais pas avoir commandés. Des pâtes qui sentaient divinement bon, du pain frais, des légumes rôtis brillants d'huile d'olive. Dante m'a servi lui-même. Ses gestes étaient efficaces et d'une certaine manière intimes. Et je l'ai laissé faire parce que je ne parvenais pas à trouver ma voix. Mange, m'a-t-il dit gentiment. Tu es trop maigre. Ça va. Tu fonctionnes à l'énergie et à l'obstination. Mange, Emma, s'il te plaît. Alors j'ai mangé, et la nourriture était incroyable. Et Dante m'observait avec une intensité qui aurait dû me mettre mal à l'aise, mais qui m'a plutôt donné le sentiment d'être vu d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Il m'a posé des questions sur mon travail, ma vie, mes rêves, avant que tout ne s'écroule. Je me suis surprise à répondre, les mots jaillissant comme s'il avait débouché quelque chose en moi. Je lui ai parlé de mes études d'infirmière, de la façon dont j'avais dû abandonner quand mon père est souvent et que les frais médicaux avaient tout englouti, de mon projet de reprendre un jour mes études, de l'appartement que je voulais louer avec Derek dans un quartier plus agréable, de l'avenir que j'avais construit dans ma tête et qui s'était effondré en un seul après-midi. Il écoutait comme si chaque mot comptait, comme si j'avais de l'importance. Et quelque part entre les pâtes et le tiramisu qui est arrivé pour le dessert, j'ai oublié d'avoir peur. J'ai une confession à te faire, a finalement dit Dante en posant sa tasse d'espresso. Je n'avais pas seulement besoin de ce bus hier soir. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Quoi? Je te fais surveiller depuis 3 jours. Le restaurant m'a soudain semblé très froid. Pardon? Il n'avait pas l'air désolé. Derek Morrison, il travaille pour une entreprise qui fait affaire avec l'un de mes associés. Quand des rumeurs ont commencé à circuler au sujet de son prochain mariage, au sujet du fait qu'il avait quitté sa petite amie pour sa sœur, j'ai demandé à quelqu'un de se renseigner. Son regard a croisé le mien. Ils t'ont trouvé. J'ai posé ma fourchette avec précaution, les mains tremblantes. Tu me suivais, pour me protéger, corrigea-t-il. As-tu la moindre idée du danger que représente ta routine? Le même bus, à la même heure, le même trajet pour rentrer chez toi à travers l'un des pires quartiers de la ville. N'importe qui aurait pu. Alors tu as décidé de quoi? D'orchestrer une rencontre fortuite dans les transports en commun? J'ai décidé de m'assurer que tu rentrais chez toi en toute sécurité. Le reste, il haussa les épaules. Et il y avait quelque chose de presque vulnérable dans ce geste. Le reste, c'était le destin. J'aurais dû être furieuse. J'aurais dû jeter ma serviette, sortir en claquant la porte et ne jamais revenir. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que quelqu'un s'était soucié suffisamment de moi pour s'assurer que je rentre chez moi en toute sécurité. Quelqu'un avait regardé ma petite vie invisible et avait décidé qu'elle comptait, même si cette personne était clairement dangereuse et définitivement dérangée. Pourquoi? Ai-je demandé. Pourquoi vous souciez-vous de la sécurité d'une aide-soignante au hasard? Dante resta silencieux pendant un long moment. Puis, parce que le père de Derek Morrison est Dominic Morrison. Tu connais ce nom? Je secouai la tête. C'est un rival en affaires. Nous nous tournons autour depuis des années, attendant une ouverture. Quand j'ai appris que son fils t'avait détruite, qu'il avait pris tout ce que tu avais construit et l'avait donné à ta sœur comme un bon cadeau d'anniversaire. Ses mains se crispèrent sur la table. Je voulais lui faire du mal. Je voulais détruire tout ce qu'il avait touché. Mon sang se glaça. Je ne suis pas un complot de vengeance. Non. Dante acquiesça. Tu étais censé l'être. Mais ensuite, je t'ai vu tomber et tu m'as regardé avec ses yeux et tout a changé. Il tendit à nouveau la main par-dessus la table, cette fois-ci pour saisir ma main entièrement, son pouce traçant des cercles sur ma paume.
Tu étais censé être une arme. Au lieu de cela, tu es devenu quelque chose de bien plus dangereux. Quoi? Ai-je murmuré. Son sourire était sombre, magnifique et plein de promesses. À moi. J'ai retiré ma main comme s'il m'avait brûlé. Je n'appartiens à personne, et je dis d'une voix tremblante. Surtout pas à un parrain de la mafia qui pense pouvoir acheter les gens avec des dîners coûteux et des dons à des hôpitaux. Dante n'avait pas l'air offensé. Au contraire, il semblait ravi que j'aie compris. Je n'ai jamais dit que j'étais un homme bien aimant. Tu es folle. Tout ça est complètement fou. Je me levai, ma chaise raclant le sol. Merci pour le déjeuner, mais je dois partir. Assieds-toi. Non, Emma. Sa voix redevint ce murmure dangereux. Assieds-toi et que Dieu me vienne en aide. Je m'assis, non pas parce que j'avais peur, même si j'aurais probablement dû, mais parce qu'une partie perfide de moi voulait entendre ce qu'il allait dire ensuite. Je voulais comprendre pourquoi cet homme magnifique et terrifiant avait décidé que je valais la peine d'organiser des rencontres élaborées et de faire des déclarations cryptiques de propriété. Mieux, murmura-t-il. Maintenant, écoute attentivement, car je ne vais t'expliquer cela qu'une seule fois. Il se pencha en arrière sur sa chaise, roulant des épaules comme s'il s'installait pour raconter une histoire. La lumière de l'après-midi éclairait les angles marqués de son visage, le transformant en une créature à mi-chemin entre un ange et un démon. Dominic Morrison est une épine dans mon pied depuis 5 ans. Il fait passer de la drogue par le port, prélève sa part du gâteau, corrompt les mauvaises personnes et, d'une manière générale, me rend la vie difficile. Mais il est prudent. Il ne laisse jamais de preuves. Il a toujours des alibis. Il garde les mains propres, tandis que ces hommes font le sale boulot. J'ai ouvert la bouche, mais il a levé la main. Son fils Derek est censé être le visage légitime de la famille. Il travaille dans un cabinet de conseil, sort avec des filles sympas, reste loin des affaires de son père. Sauf que Derek est devenu cupide. Il a commencé à utiliser sa position pour blanchir de l'argent, pour nouer des relations que son père ne pouvait pas toucher. Le sourire de Dante était acéré comme une lame de rasoir. Il est devenu négligent. Et quand les gens deviennent négligents dans ma ville, je le remarque. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Ai-je demandé, même si je commençais à comprendre. Il y a 3 mois, j'ai appris que Derek était fiancé. Pas à toi, mais à ta sœur, ce qui signifiait qu'il t'avait quitté, toi, sa petite amie, depuis 3 ans, pour une femme qu'il connaissait depuis quelques semaines. Ce genre de comportement impulsif suggère un moyen de pression. Du chantage peut-être, ou de l'amour. Il a prononcé ce mot comme s'il avait mauvais goût. Quoi qu'il en soit, c'était une ouverture. Mon estomac s'est retourné. Donc, tu as enquêté sur moi. J'ai enquêté sur tout le monde dans la vie de Derek. Tu étais censé être un bruit de fond. La petite amie rejetée, la sœur ennuyeuse, rien d'important. Il s'est penché en avant à nouveau, mais j'ai alors vu les rapports. J'ai vu comment tu faisais des doubles journées pour payer ton loyer. Comment tu avais abandonné tes études d'infirmière pour payer les funérailles de ton père. Comment tu continuais à envoyer de l'argent à ta mère même après qu'elle ait préféré Vanessa à toi. J'ai vu comment tu avais été effacé de ta propre vie et comment personne ne semblait le remarquer ou s'en soucier. Les larmes me brûlaient les yeux. Arrête, j'ai vu ta photo, a-t-il continué sans relâche. Et je me suis dit que c'était une stratégie. Je t'utiliserai pour atteindre Derek et faire mal à Dominic là où ça ferait le plus mal. Je me serais précipité, j'aurais joué les héros, je t'aurais fait tomber amoureuse de moi, puis je t'aurais exhibé devant eux au mariage comme un trophée. Sa voix s'adoucit. C'était le plan. Et puis, je t'ai vu en personne. Ses yeux se sont fixés sur les miens avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Et le plan est devenu sans importance, car j'ai su à ce moment-là que je brûlerais tout l'Empire Morrison juste pour te protéger. Les mots restèrent suspendus entre nous, impossibles, terrifiants et pourtant inévitables. Tu ne me connais pas, murmurai-je. J'en sais assez, dit-il en se levant et en contournant la table avec une grâce prédatrice. Je sais que tu es plus forte que ce que les gens pensent. Je sais que tu mérites mieux que les miettes qu'ils te jettent. Et je sais, dit-il en s'accroupissant à côté de ma chaise, nous mettant à la même hauteur, que quand tu me regardes, tu vois quelqu'un qui te voit vraiment, et cela te terrifie plus que mes armes, ma réputation ou quoi que ce soit d'autre.
Il avait raison et je le détestais pour cela. Que veux-tu de moi? Demandai-je. Tout. Sa main se leva, ses doigts s'effleurant ma joue avec une douceur qui ne correspondait pas au danger dans ses yeux. Je veux que tu me laisses prendre soin de toi. Je veux que tu arrêtes de te tuer à la tâche pour des gens qui ne t'apprécient pas. Je veux que tu quittes cet appartement minable pour un endroit sûr. Je veux... Son pouce effleura ma lèvre inférieure. Je veux que tu sois à moi, Emma. Complètement. En échange de quoi? De faire du mal à Derek? De détruire son père? Non. Le sourire de Dante était sombre. Je le ferai de toute façon. C'est différent. Il s'agit de toi et moi et du fait que je n'ai plus été capable de penser à autre chose depuis que tu es entré dans ma vie. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. C'est trop rapide, trop intense. Je ne sais même pas. Tu le ressens aussi, m'interrompit-il. Ne te mens pas à toi-même, Piccolola. Je le vois à la façon dont tu te penches vers moi, à ton pouls qui s'accélère, au fait que tu n'as pas demandé à Marco de te ramener chez toi. Sa main glissa dans ma nuque, ses doigts s'emmêlant dans mes cheveux, et je frissonnais. Un dîner, dit-il doucement. Reste pour un vrai dîner avec moi. Si tu veux partir après, Marco te ramènera chez toi et je m'assurerai que tu arrives bien, mais sinon, je te laisserai tranquille. Son front toucha le mien. Mais si tu restes, si tu me donnes une chance de te montrer ce que cela pourrait être, je te promets que tu ne te sentiras plus jamais invisible. J'aurais dû dire non, j'aurais dû m'enfuir. Au lieu de cela, je murmurais « un dîner ». Son sourire aurait pu illuminer toute la ville. Le dîner s'est prolongé pendant des heures. Le personnel du restaurant a apporté plat après plat, des plats dont je n'avais jamais entendu parler. Du vin qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Des desserts qui ressemblaient à des œuvres d'art. Dante a parlé de tout sauf de son travail, de son enfance à Nad, de la cuisine de sa mère, des livres qu'il lisait, de la musique qu'il aimait. Il m'a fait rire, vraiment rire. Des éclats de rire que je n'avais pas connus depuis des mois. Et quand il m'a posé des questions sur moi, il m'a écouté comme si chaque mot était précieux. Il voulait savoir qui était mon père, comment était l'hôpital, qui étaient les patients dont je m'occupais. Il m'a interrogé sur l'école d'infirmière et n'a pas accepté mes réponses évasives, insistant jusqu'à ce que j'avoue que je rêvais toujours de reprendre mes études, de devenir une vraie infirmière plutôt que quelqu'un qui se contente de nettoyer derrière les autres. Tu y arriveras, m'a-t-il dit avec une certitude absolue. Je m'en assurerai. Tu ne peux pas simplement. Je peux et je le ferai. Il a rempli mon verre de vin. C'est ce que tu ne comprends pas encore, Emma. J'ai des ressources que tu ne peux pas imaginer. L'argent n'est rien. L'influence n'est rien. Si tu veux retourner à l'école, tu retourneras à l'école. Si tu veux déménager dans un meilleur appartement, tu déménageras. Si tu veux quoi que ce soit dans ce monde, je ferai en sorte que tu l'aies. Pourquoi? Ai-je demandé pour la 100e fois. Pourquoi moi? Il est resté silencieux pendant un long moment, m'observant par-dessus le bord de son verre. Mon père était dans ce milieu, dit-il finalement. Il m'a appris que tout est une transaction. La loyauté, l'amour, la confiance, tout a un prix et tout le monde peut être acheté. Il posa son verre. J'ai vécu toute ma vie en croyant cela, en bâtissant mon empire sur ce principe. Et puis tu es tombé devant moi. Et pour la première fois en 32 ans, j'ai voulu quelque chose qui n'avait rien à voir avec la stratégie, le pouvoir ou la vengeance. Que voulais-tu? Te garder? Sa voix était rauque. T'emmener dans un endroit sûr et m'assurer que personne ne te ferait plus jamais de mal. Te voir sourire et savoir que c'est moi qui ai mis cette lumière dans tes yeux. Il s'interrompit, serrant les mâchoires. Tu me donnes envie d'être autre chose que ce que je suis. Et je n'ai jamais voulu cela auparavant. Cette confession flottait entre nous, vulnérable et dangereuse. Je ne suis pas quelqu'un de bien, Emma. Il continua. J'ai fait des choses qui te rendraient malade. Je ferai pire avant d'en avoir fini. Mais avec toi. Il tendit la main par-dessus la table et attrapa la mienne. Avec toi, je veux essayer. Je regardais nos mains jointes, la sienne balafrée et forte, la mienne petite et tremblante, et je sentis quelque chose bouger dans ma poitrine. Je ne sais pas comment faire, avouai-je. Je ne sais pas comment être avec quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi. Dangereux, puissant, quelqu'un qui ferme des restaurants, qui a des gardes armés,
et qui fait des déclarations sur la propriété comme si c'était normal. J'ai croisé son regard. Je ne suis ni sophistiqué, ni passionnant, ni rien de tout ce qui t'attire habituellement. Il a resserré son étreinte. Tu es tout ce que je n'ai jamais eu. Réel, honnête, bonne. Il porta ma main à ses lèvres et embrassa mes jointures, ce qui fit courir un frisson électrique dans mon bras. Laisse-moi prendre soin de toi, Emma. Laisse-moi te montrer ce que c'est que d'être chérie plutôt qu'utilisée. Le mot chérie a brisé quelque chose en moi. Je n'avais jamais été chérie. J'avais été pratique, utile, ignorée. Derrick m'avait gardé parce que je ne demandais pas grand-chose et ne causais pas de problème. Ma famille m'avait gardé parce que j'étais la personne responsable sur laquelle on pouvait compter pour régler les problèmes. Mais chérie, c'était tout autre chose. D'accord, ai-je murmuré. Dante s'est figé. D'accord, une semaine. Donne-moi une semaine pour voir si ce que nous vivons est réel ou si ce n'est qu'un fantasme que nous avons tous les deux construit. Je retirai ma main, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Mais j'ai des conditions. Son sourire était lent et satisfait. Dis-les-moi. Je garde mon appartement. Je garde mon travail. Je ne suis pas une poupée que tu peux habiller et mettre dans une cage dorée. D'accord, mais je me réserve le droit de renforcer ta sécurité et de m'assurer que tu ne prends pas le bus seul à minuit. Très bien. Deuxième condition, tu me dis la vérité sur tes affaires, sur les raisons pour lesquelles tu veux vraiment faire du mal à Derek et à son père, sur ce que tu attends de moi. D'accord. Troisième condition, si à la fin de la semaine, je veux partir, tu me laisses faire. Pas de manipulation, pas de menaces, non. Non, m'interrompit-il. Je clignai des yeux. Non, j'accepte les deux premières conditions. Mais je ne promets pas de te laisser partir. Il se pencha en avant, ses yeux brûlant les miens. Parce que je sais déjà ce que tu vas découvrir cette semaine, Piccolola. Tu vas découvrir que tu es à moi autant que je suis à toi. Et quand tu t'en rendras compte, quand tu cesseras de lutter contre ce que tu ressens, tu ne voudras plus partir. C'est de l'arrogance. C'est de l'honnêteté. Il s'est levé et m'a tendu la main. Une semaine, Emma. Laisse-moi te montrer ce que pourrait être ta vie. J'ai fixé sa main tendue. Une invitation, une promesse, une menace, tout cela à la fois. Toutes mes pensées rationnelles me criaient de m'enfuir. Cet homme était dangereux. Il avait admis m'avoir observé, avoir prévu de m'utiliser pour se venger. Il s'entourait de gardes armés et parlait avec désinvolture de détruire des gens. Il me connaissait depuis moins de 24 heures et parlait déjà de possession et d'éternité. Mais quand je regardais dans ses yeux ambrés, je ne voyais pas de danger. Je voyais quelqu'un qui me regardait comme si j'avais de l'importance. J'ai pris sa main. Marco nous a conduits à travers la ville, alors que le soir laissait place à la nuit. Je me suis assise à l'arrière du SUV, le bras de Dante autour de mes épaules. Sa veste était à nouveau drapée sur moi, et j'avais l'impression d'être entré dans la vie de quelqu'un d'autre. Où allons-nous? Ai-je demandé. À un endroit que je veux te montrer. Nous avons traversé le pont pour entrer dans Brooklyn, la silhouette de Manhattan scintillant derrière nous comme des diamants éparpillés. Les quartiers ont changé, devenant plus calmes, plus résidentiels, jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant un bâtiment qui m'a coupé le souffle. C'était un ancien entrepôt reconverti, tout en briques et en fer, avec d'immenses fenêtres qui brillaient d'une lumière chaleureuse. Un portier se tenait à l'entrée et il a hoché la tête respectueusement lorsque nous nous sommes approchés. « Monsieur Castellano », a-t-il dit, « tout est prêt. » Dante acquiesça, sa main posée dans le creux de mon dos, et me guida à l'intérieur. Le hall d'entrée était magnifique. Des murs en briques apparentes, des meubles modernes, des œuvres d'art qui coûtaient probablement plus cher que ce que je gagnerais dans toute ma vie. Nous prîmes l'ascenseur jusqu'au dernier étage, et Dante sortit une clé. « Je ne comprends pas, dis-je. » Il ouvrit la porte. L'appartement était immense. Un loft ouvert avec des baies vitrées donnant sur la ville, du parquet, une cuisine avec des plans de travail en marbre et des appareils électroménagers haut de gamme. Des meubles qui semblaient tout droit sortis d'un magazine. « C'est l'une de mes propriétés, » dit Dante en observant ma réaction. Je l'utilisais comme entrepôt, mais je l'ai fait nettoyer et meubler aujourd'hui. Il se dirigea vers les fenêtres, les lumières de la ville le baignant d'or et d'ombre. « Je veux que tu restes ici pendant une semaine. Laisse-moi prendre soin de toi comme il se doit. » « Je ne peux pas.
Tu peux. Il se tourna vers moi. La serrure de ton appartement est cassée et il n'y a pas de chauffage. L'immeuble se trouve dans un quartier dangereux et tu es trop têtu pour admettre que tu n'es pas en sécurité là-bas. Sa voix s'adoucit. S'il te plaît, Emma, laisse-moi faire. Laisse-moi t'offrir une semaine sans que tu aies à te soucier de l'argent, de ta sécurité ou de quoi que ce soit d'autre, sauf de déterminer ce que tu veux. Je me suis approché des fenêtres, regardant la ville s'étendre sous nos yeux. D'ici, tout semblait différent. Plus propre, plus lumineux, plein de possibilités plutôt que de menaces. Et si je veux partir? Ai-je demandé doucement. Alors tu partiras. Je demanderai à Marco de te conduire où tu veux. Il s'approcha derrière moi, si près que je pouvais sentir sa chaleur. Mais tu ne voudras pas partir, Piccolola. Pas une fois que tu auras goûté à ce que c'est que d'être protégé, chérie. À moi. Encore ce mot. À moi. J'aurais dû le détester. J'aurais dû m'indigner de cette possessivité, de cette présomption. Au lieu de cela, je me suis appuyé contre lui et il m'a immédiatement enlacé, me serrant contre sa poitrine comme si j'étais quelque chose de précieux. Une semaine, ai-je murmuré. Une semaine, a-t-il acquiescé en déposant un baiser sur le sommet de ma tête qui m'a semblé être une marque au fer rouge. Dehors, la ville scintillait de mille promesses et je me suis laissé croire, l'espace d'un instant, que l'une d'elles pourrait peut-être être la mienne. Les 3 premiers jours se sont écoulés dans un tourbillon de luxe impossible. Dante venait chaque matin m'apporter le petit déjeuner, des viennoiseries fraîches d'une boulangerie de Little Italy, un café divin, des fruits si parfaits qu'ils semblaient artificiels. Il s'asseyait avec moi à la grande table à manger. Ses yeux ambrés me regardaient manger comme si cela lui procurait un plaisir physique. Et nous parlions de tout et de rien. Il ne me touchait jamais, sauf par des gestes informels. Une main dans mon dos, des doigts effleurant les miens lorsqu'il me tendait quelque chose. Un baiser occasionnel sur ma tempe ou mon front, mais cette retenue semblait délibérée, comme s'il se retenait, et la tension entre nous s'intensifiait chaque jour. Le deuxième soir, il m'a emmené à une exposition d'art privé à Chelsea. La galerie avait été fermée pour nous, juste moi, Dante, Marco qui traînait près de la porte, et un conservateur nerveux qui expliquait chaque œuvre avec des mains tremblantes. Dante a acheté 3 tableaux sans demander le prix. Et quand j'ai protesté, il m'a simplement répondu « Tu les aimais, c'est une raison suffisante. » Le troisième jour, je me suis réveillé et j'ai trouvé une lettre écrite d'une écriture élégante sur le comptoir de la cuisine. Il y a des vêtements dans le placard. Porte ce qui te fait plaisir. Je serai de retour à 19 D. Le placard de la chambre principale était vide quand je suis arrivé. Il était désormais rempli de vêtements de marque à ma taille. Des jeans, des pulls, des robes, des vêtements décontractés et des robes de soirée, des chaussures qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture si j'en avais eu une. Tout était dans des couleurs qui me convenaient, des styles qui correspondaient à mes goûts. Il avait été attentif. Je passais mes doigts sur un pull en cachemire doux, d'un vert émeraude profond, et sentis quelque chose de dangereux fleurir dans ma poitrine. Personne ne m'avait jamais prêté autant d'attention. Derrick m'avait offert des cadeaux génériques, des fleurs pour la Saint-Valentin, un collier pour mon anniversaire qu'il avait clairement acheté à la dernière minute dans un grand magasin. Vanessa m'avait emprunté des vêtements et ne me les avait jamais rendus. Mais Dante avait remarqué ce que j'aimais, les couleurs qui faisaient briller mes yeux, les tissus que je touchais avec envie dans les vitrines des magasins. Je portais le pull d'émeraude ce soir-là lorsqu'il m'a emmené dîner dans un restaurant sur les toits de Manhattan. La ville s'étendait sous nos yeux comme un tapis de lumière, et Dante me regardait comme si j'étais plus belle que tout cela. « Parle-moi de tes études d'infirmière », m'a-t-il dit en buvant du vin. « Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir infirmière? » J'avais évité ce sujet pendant des mois, la perte étant encore trop récente. Mais quelque chose dans sa façon de me poser la question, sa curiosité sincère, et non pas simplement pour faire la conversation, m'a fait parler. Mon père a eu un accident vasculaire cérébral quand j'avais 20 ans. Je lui ai dit qu'il était resté à l'hôpital pendant 3 mois avant de mourir. Et il y avait cette infirmière, Sarah, qui le traitait comme une personne et non comme un simple patient. Elle s'asseyait avec lui quand nous ne pouvions pas être là. Elle lui lisait la rubrique sportive, s'assurait qu'il avait des couvertures supplémentaires parce qu'il avait toujours froid. J'ai tracé le bord de mon verre du doigt. Elle a rendu sa mort supportable.
Je voulais être cela pour d'autres personnes. La main de Dante a recouvert la mienne. Tu le sauras. Je n'en ai pas les moyens. Je paierai pour cela. J'ai retiré ma main. Non, je ne peux pas te laisser faire ça. Pourquoi? Parce que je te connais à peine et que tu me donnes déjà trop. L'appartement, les vêtements, j'ai fait un geste désespéré en direction du restaurant chic qui nous entourait. Tout ça. Je ne suis pas... Je ne sais pas ce que tu attends en retour, mais je ne peux pas. Emma, il s'est penché vers moi. Je n'attends rien d'autre que le plaisir de ta compagnie. Si tu veux aller à l'école d'infirmière, je ferai en sorte que cela arrive, car te voir heureuse me rend heureux. C'est tout. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le monde. C'est ainsi que fonctionne mon monde. Ses yeux fixés en les miens. J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. Laisse-moi l'utiliser pour quelque chose qui compte. Je compte plus que tout. La certitude dans sa voix me serra la gorge. Nous avons terminé le dîner dans un silence tendu, et lorsque Marco nous a ramenés au loft, Dante m'a accompagné jusqu'à la porte, mais n'est pas entré. Dorpin au topolas bien picolola, m'a-t-il dit en déposant un baiser sur mon front, qui a duré trop longtemps pour être innocente. Dante, ai-je murmuré, pourquoi n'as-tu pas essayé de m'embrasser correctement? Son sourire était sombre. Parce que quand je t'embrasserai enfin, Emma, ce ne sera pas devant la porte. Ce ne sera pas un doux baiser d'au revoir. Ce sera moi qui revendiquerai ce qui m'appartient. Et une fois que j'aurai commencé, je ne voudrais plus m'arrêter. Son pouce a effleuré ma lèvre inférieure. Allons, allons, j'attendrai que tu sois prête à être revendiquée. Il m'a laissé tremblante devant la porte, le corps en feu, l'esprit en ébullition. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je faisais les 100 pas dans le loft, vêtu d'une des chemises de nuit en soie qui étaient apparues dans le placard, essayant de donner un sens à ce que je ressentais. C'était fou. Une semaine auparavant, j'étais invisible, le cœur brisé, survivant à peine. Maintenant, je vivais dans un appartement de luxe, je portais des vêtements de créateur, j'étais courtisé par un homme qui me regardait comme si j'étais la seule chose qui comptait au monde. J'aurais dû trouver cela anormal. Au contraire, j'avais l'impression d'être chez moi. Mon téléphone vibra sur le comptoir. Le nouveau téléphone que Dante m'avait donné le deuxième jour parce que le mien présentait un risque pour la sécurité. Je le pris, m'attendant à recevoir un message de lui. Au lieu de cela, c'était un message de Vanessa. Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis plusieurs jours. Est-ce que tout va bien? Nous devons finaliser le plan de table. Appelle-moi, s'il te plaît. Je fixai le message et soudain, tout ce que Dante m'avait fait oublier me revint en mémoire. Le mariage était dans 10 jours. Vanessa et Derek se tiendraient dans ce magnifique restaurant, le même restaurant où Dante m'avait dit pour la première fois que j'étais sienne, et se promettraient l'éternité tandis que moi, je ferais quoi? Je m'assiérais dans le public et sourirais, prétendant que tout allait bien, ou je resterais à l'écart et laisserais le monde de Dante m'engloutir tout entière. Je pris mon ordinateur portable et fis ce que j'aurais dû faire depuis des jours. J'ai cherché Dante Castellano sur Google. Les résultats m'ont glacé le sang. Page après page d'articles de presse, de rapports de police, de rumeurs. La famille Castellano n'était pas seulement proche de la mafia. C'était l'une des familles criminelles les plus puissantes de la côte Est. Dante avait pris la succession de son père il y a 5 ans et avait depuis étendu leur territoire, leur influence et leur richesse par des moyens fortement suggérés mais jamais prouvés. Il y avait des photos de lui à des galas de charité, à des collectes de fonds politiques, toujours vêtu de costumes coûteux, accompagné de belles femmes, des femmes qui ne me ressemblaient en rien, sophistiquées, raffinées, appartenant à son monde. Et il y avait aussi des photos plus sombres, des scènes de crime, des arrestations qui n'aboutissaient jamais, des témoins qui se rétractaient, une violence systématique dissimulée sous des costumes coûteux et des façades commerciales légitimes. Je lisais un article sur l'incendie d'un entrepôt qui avait coûté la vie à 3 hommes lorsque mon téléphone a sonné. Dante, j'ai failli ne pas répondre, mais ma main traîtresse a bougé d'elle-même, acceptant l'appel. « Tu es réveillé, a-t-il dit, d'une voix rauque comme si je l'avais réveillé. Je le sens. Ce n'est pas possible. Et pourtant, j'ai entendu un bruissement comme s'il s'était assis dans son lit. Qu'y a-t-il, Emma? Je t'ai cherché sur Google. Silence. Et qu'as-tu trouvé? Tout.
Les arrestations, les incendies, les gens qui ont disparu après t'avoir contrarié. Ma voix tremblait. Tu as dit que tu me dirais la vérité. Alors dis-moi, es-tu un monstre? Encore un silence. Oui. Ce mot m'a frappé comme un coup physique. J'ai tué des gens, a-t-il poursuivi d'une voix monocorde. J'ai ordonné des meurtres. J'ai détruit des vies, incendié des entreprises et fait des choses qui te rendraient malade si je te les décrivais en détail. Il a marqué une pause. Je n'ai jamais prétendu être un homme bon, Piccolola. Je te l'ai dit dès le début. Alors pourquoi? Ma gorge s'est serrée. Pourquoi suis-je ici? Que veux-tu de moi? Je veux que tu vois que je peux être autre chose avec toi. Pour toi. Je peux l'être, s'est-il interrompu, frustré. Tu me donnes envie d'être meilleur, Emma. Pas bon. Je ne le serai jamais, mais meilleur que ce que je suis. Ce n'est pas juste, murmurai-je. Tu ne peux pas me faire porter ce poids. Je ne peux pas te réparer ou te sauver ou quoi que ce soit d'autre. Je ne te demande pas de me réparer. Je te demande de me laisser te protéger, de me donner un but autre que celui d'étendre mon territoire et d'éliminer mes ennemis, d'être la raison pour laquelle je rentre chez moi le soir, plutôt qu'un simple meuble dans un appartement vide. Tu n'as pas besoin de moi pour ça. Tu pourrais avoir n'importe qui. Je ne veux personne d'autre. Sa voix s'est abaissée jusqu'à devenir presque un grognement. Comprends-tu ce que c'est, Emma, de passer toute sa vie à construire des murs, à ne faire confiance à personne, à ne ressentir rien d'autre que la satisfaction de gagner? Et puis tu es entré dans mon monde, et soudain, ces murs n'ont plus aucun sens. Car tout ce à quoi je pense, c'est à m'assurer que tu es en sécurité et heureuse dans le mien. Des larmes coulent sur mon visage. C'est trop, trop vite. Je ne peux pas te dire de te laisser tranquille, m'interrompit-il. Dis-moi que tu ne ressens rien quand je te touche. Dis-moi que tu ne restes pas éveillé à imaginer ce que ce serait si je cessais d'être prudent et que je t'embrassais enfin comme j'en ai envie. Dis-moi n'importe quoi de tout ça et je m'en irai. J'ouvris la bouche, puis la refermai, car je ne pouvais pas lui mentir. C'est ce que je pensais, dit-il doucement. Doucement. Je viens chez toi, Dante. Il est 3 heures du matin, la ligne est coupée. 20 minutes plus tard, on frappe à la porte. J'ouvre et je trouve Dante en jean et t-shirt, les cheveux ébouriffés comme s'il venait de passer ses mains dedans, les yeux sauvages et désespérés, complètement concentré sur moi. Je suis un monstre, a-t-il dit sans préambule. J'ai fait des choses impardonnables, et j'en ferai d'autres avant d'en avoir fini. Mais Emma, a-t-il ajouté en s'avançant, me repoussant dans l'appartement, je brûlerai le monde entier avant de laisser quelqu'un te faire du mal. Je détruirai tous ceux qui t'ont jamais fait te sentir invisible, sans valeur ou insignifiante. Je le ferai. Je l'ai embrassé. Je ne l'avais pas prévu. Je n'ai pas pensé aux conséquences, à la raison ou aux 1000 raisons pour lesquelles c'était une idée terrible. J'ai simplement attrapé sa chemise, l'ai tiré vers moi et ai pressé ma bouche contre la sienne. Pendant un instant, il est resté immobile, sous le choc. Puis il a gémi comme un homme mourant et m'a embrassé en retour. Cela n'avait rien à voir avec les tendres baisers qu'il déposait sur mon front pour me souhaiter bonne nuit. C'était un baiser possessif, dévorant, désespéré. Ses mains se sont emmêlées dans mes cheveux, inclinant ma tête pour approfondir le baiser, et je me suis fondu contre lui. Chaque terminaison nerveuse chantait. Il avait le goût de la menthe, du café et de quelque chose qui n'appartenait qu'à lui. Et quand sa langue s'est glissée dans ma bouche, j'ai poussé un son que je n'avais jamais émis auparavant. Un son désespéré, brisé et complètement honnête. Emma, a-t-il soufflé contre mes lèvres. Dis-moi d'arrêter. N'arrête pas, ai-je murmuré. S'il te plaît, n'arrête pas. Il m'a soulevé comme si je ne pesais rien, mes jambes s'enroulant instinctivement autour de sa taille et m'a porté jusqu'au canapé. Nous sommes tombés dans les coussins, nos corps enchevêtrés, le sien recouvrant le mien. Je ne m'étais jamais senti aussi en sécurité et aussi terrifié à la fois. Sa bouche s'est déplacée de mes lèvres à ma mâchoire, puis à ma gorge, trouvant le point de pulsation qui m'a fait haleter. À moi. Il a grogné contre ma peau. Dis-le, Emma. Dis que tu es mienne. Je ne pouvais plus penser. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus rien faire, sauf ressentir. Dante, dis-le. Sa main glissa sous ma chemise de nuit, sa paume à plat contre mon ventre, me brûlant de l'intérieur.
J'ai besoin de t'entendre le dire. Je suis à toi si haletai-je. Et la vérité de ces mots me terrifiait. Il s'écarta juste assez pour me regarder, les yeux brûlants. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas changer d'avis. Tu es à moi, Emma, et je protège ce qui m'appartient. Possessif, ai-je réussi à dire. Absolument. Il m'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, mais tout aussi intensément. Tu n'as aucune idée de ce que tu me fais, de ce que tu m'as fait dès le moment où je t'ai vu. Je pouvais sentir exactement ce que je lui faisais, pressé contre ma hanche, et la preuve de son désir me rendait audacieuse. Ma main a glissé sous sa chemise, découvrant une peau chaude, des muscles durs et des cicatrices dont je voulais connaître l'histoire. Il a gémi à nouveau, attrapant mes poignets. Nous devons arrêter. Pourquoi? Parce que si nous n'arrêtons pas maintenant, je ne pourrai plus m'arrêter. Et je veux que notre première fois ait lieu quand tu seras sûr de toi, quand tu ne te poseras plus de questions et que tu n'auras plus peur, ou que je serai sûr, l'ai-je interrompu. Emma, je suis terrifié. Je l'ai admis à propos de toi, de tout ça, de la rapidité avec laquelle tout se passe. Mais je suis sûr que je te veux depuis que tu m'as aidé à monter dans ce bus et que tu m'as regardé comme si j'avais de l'importance. Ses yeux ont cherché les miens à la recherche d'un doute. Ce qu'il a vu l'a poussé à fermer les yeux et à presser son front contre le mien. Pas ce soir, a-t-il finalement dit. Ce soir. Je veux juste te serrer dans mes bras pour prouver que je peux être patient. Que ce n'est pas seulement une question de... Il s'est arrêté. Laisse-moi te mériter, Piccolola. Laisse-moi te prouver que je vaux le risque. Alors, je l'ai laissé m'emmener dans sa chambre. Je l'ai laissé nous glisser sous les couvertures, mon dos contre sa poitrine et son bras enroulé autour de ma taille, comme si même dans son sommeil, il avait besoin de me protéger. Je te protège, murmura-t-il dans mes cheveux. Dors, Emma. Je te protège, et pour la première fois depuis des mois, je dormis sans cauchemar, enlacé par un monstre qui me regardait comme si j'étais une chose sacrée. Je me réveillais avec la lumière du soleil qui filtrait à travers les fenêtres et l'odeur du café. Dante se tenait dans la cuisine, torse nu, préparant le petit déjeuner comme si c'était normal, comme s'il n'avait pas passé la nuit à me serrer dans ses bras, comme si nous n'avions pas franchi une ligne invisible qui ne pouvait être franchie. Bonjour, dit-il en levant les yeux avec un sourire qui fit des choses dangereuses à mon cœur. Je me suis tapoté la chemise de nuit qui s'était froissée pendant la nuit, soudainement gêné. Mais les yeux de Dante me suivaient avec appréciation, sans jugement, et il m'a tendu une tasse de café préparée exactement comme je l'aimais. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. Mon estomac s'est noué à propos de la nuit dernière et du mariage de Derrick. Il s'est appuyé contre le comptoir, et même dans cette posture décontractée, il dégageait une grande puissance. C'est dans une semaine. Tu n'as pas répondu à ta sœur. Je n'irai pas. J'ai dit que cette décision me semblait juste. C'est réglé. Tu avais raison. Je ne leur dois ni ma présence, ni mon pardon. Bien. Il posa sa tasse de café. Parce que j'ai un autre plan. Quel genre de plan? Son sourire était prédateur. Le genre qui leur fera jamais oublier ce qu'ils ont perdu. Au cours de l'heure qui suivit, il m'expliqua tout. Le père de Derrick, Dominic Morrison, utilisait la société de conseil de son fils pour blanchir l'argent provenant du trafic de drogue. Dante avait passé des mois à rassembler des preuves, des relevés bancaires, des emails, des témoignages de personnes que Dominic avait lésées, suffisamment pour envoyer le père et le fils en prison pour 20 ans. J'allais attendre, dit Dante, les laisser se marier, profiter de leur moment de bonheur, puis les détruire. Il m'a pris la main. Mais je préfère les détruire maintenant et passer cette journée à te montrer à quoi ressemble ta vie quand tu me choisis. Tu vas aller voir la police? Le FBI. En fait, j'ai des contacts. Voyant de mon regard, il a haussé les épaules. Je te l'ai dit, Piccolola. Je ne suis pas un homme bien, mais j'ai des ressources et je suis très doué pour faire disparaître les problèmes. Cela ne va-t-il pas te faire du mal aussi? S'ils enquêtent, ils ne trouveront rien. Il était absolument sûr de lui. Je suis prudent. Les Morrison ne le sont pas. J'aurais dû me sentir coupable. J'aurais dû protester, défendre Derrick et Dominic malgré tout ce qu'ils avaient fait. Au lieu de cela, je me sentais légère. Quand? Ai-je demandé. Aujourd'hui. Les arrestations auront lieu cet après-midi. Il m'a serré contre lui. Et ce soir, je t'emmène dans un endroit spécial. Où? Tu verras.
Les arrestations ont fait la une des journaux télévisés du soir. Depuis le loft, j'ai regardé les journalistes envahir le cabinet de conseil tandis que Derrick et Dominic étaient emmenés menottés et que leur avocat criait à propos de fausses accusations et de vendetta. Mon téléphone a explosé d'appels de Vanessa, de ma mère, de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Je les ai tous ignorés. Dante est revenu à 18 heures, a pris une douche et a enfilé un costume sombre qui lui donnait l'air de péché incarné. Il m'a trouvé debout à la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'allumer. Comment te sens-tu? M'a-t-il demandé. Libre, ai-je admis. Est-ce mal? Non, Amore. C'est tout à fait normal. Il m'a tendu un sac à vêtements. Enfile ça. Nous sortons. À l'intérieur se trouvait une robe à couper le souffle, de la soie cramoisie profonde qui épousait chaque courbe. Élégante et sexy, elle ne ressemblait en rien à ce que j'avais porté auparavant. Il y avait aussi des chaussures, des leboutants à semelles rouges et des boucles d'oreilles en diamant qui étaient sans aucun doute authentiques. Dante, je ne peux pas accepter. Si tu peux. Il m'embrassa sur la tempe. Laisse-moi te gâter, Emma. Laisse-moi te montrer. Je me préparais en un jour. La robe m'allait comme si elle avait été faite pour moi, ce qui était probablement le cas. Quand je suis sorti de la chambre, les yeux de Dante se sont assombris de désir. Bissima, a-t-il murmuré, tu vas déclencher une guerre avec cette tenue. Où allons-nous? Tu verras. Marco nous a conduits à travers la ville et j'ai soudain compris où nous allions. Osto, le restaurant où tout avait commencé, où le mariage de Vanessa devait avoir lieu dans 7 jours. Dante, fais-moi confiance, m'a-t-il dit. Le restaurant avait été transformé alors qu'il était vide pour notre déjeuner privé. Il était désormais rempli de monde. De belles personnes vêtues de vêtements coûteux, du champagne coulant à flot, de la musique jouant. Mais lorsque nous sommes entrés, tout le monde s'est arrêté, nous a regardés, puis s'est incliné. Pas littéralement, mais la différence était claire. Ce n'étaient pas des convives au hasard. C'étaient des proches de Dante et sa famille, ses associés, son monde. Et il me présentait à eux. Tout le monde, dit Dante, la main dans mon dos. Voici Emma. Elle est sous ma protection, ce qui signifie qu'elle est sous la protection de nous tous. Le message était clair. Touchez-la et vous mourrez. Une femme s'approcha, plus âgée, élégante, avec les yeux de Dante. Alors, c'est la fille qui a rendu mon fils à nouveau humain, dit-elle dans un anglais teinté d'accent. Elle m'a pris les mains. Je suis Loretta, la mère de Dante. Bienvenue, Cara. Je vous remercie, ai-je réussi à dire. Elle a souri. Il n'a pas arrêté de parler de vous depuis des jours. Il rendait son père fou avant sa mort. Que Dieu ait son âme. Il ne parlait que de travail. Maintenant, c'est Emma ceci, Emma cela. Elle m'a tapoté la joue. Vous êtes bonne pour lui. La soirée s'écoula dans un tourbillon de présentations, de mets, de vin et de musique. Dante ne me quitta pas d'une semelle, sa main toujours posée sur moi, dans mon dos, sur ma taille, sur ma main, me revendiquant publiquement, s'assurant que tout le monde sache exactement à qui j'appartenais. Et je le laissais faire, car au cours de la semaine écoulée, j'avais cessé de lutter contre mes sentiments. J'avais cessé de prétendre que c'était temporaire ou insensé ou autre chose qu'inévitable. Vers minuit, Dante m'a conduite dans la partie privée où nous avions pris notre premier dîner. Mais au lieu d'une table, il y avait une petite scène avec un micro. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Il m'a pris les 2 mains et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il avait l'air nerveux. Je t'ai dit que je voulais tout. Emma, ta confiance, ton temps, ton cœur. Je le pensais vraiment. Il s'est agenouillé. J'ai retenu mon souffle. Je sais que c'est rapide, a-t-il dit. Je sais que tu as tous les raisons de fuir. Mais je sais aussi que je n'ai jamais ressenti pour personne ce que je ressens pour toi. Tu me donnes envie d'être meilleur. Tu me fais croire qu'une personne comme moi mérite quelque chose de bien. Il a sorti une boîte et l'a ouverte pour révéler une bague qui coûtait probablement plus cher qu'une maison. Épouse-moi, Emma. Pas par vengeance, ni par stratégie, ni pour aucune autre raison que le fait que je t'aime. Je t'aime et je veux passer le reste de ma vie à m'assurer que tu ne te sentiras plus jamais invisible. Des larmes coulaient sur mon visage. Tu m'aimes, désespérément, complètement, probablement trop. Son sourire était tremblant. Alors, qu'en dis-tu, Piccola? Seras-tu mienne pour toujours cette fois? Toutes mes pensées rationnelles me disaient que c'était fou. Nous nous connaissions depuis une semaine, c'était un criminel. Son monde était dangereux. Mais quand je le regardais,
Quand je le regardais vraiment, je voyais au-delà du danger et du pouvoir. Je voyais l'homme qui se cachait derrière, l'homme qui m'avait tenu dans ses bras pendant que je dormais, qui m'avait acheté des vêtements dans mes couleurs préférées, qui avait détruit mes ennemis sans que je le lui demande. L'homme qui m'avait regardé, invisible et brisé, et qui avait décidé que je valais tout. Oui, murmurai-je. Oui, je veux t'épouser. Le restaurant a éclaté en acclamations quand il a glissé la bague à mon doigt et s'est levé, m'attirant vers lui pour un baiser qui m'a brûlé. Ses mains ont pris mon visage comme si j'étais précieuse, et quand il s'est retiré, il y avait aussi des larmes dans ses yeux. Les miennes, a-t-il dit. Les siennes, ai-je répondu. Mais Dante, oui, amore, je t'aime aussi. Son sourire aurait pu enflammer le monde. 3 mois plus tard, je me tenais dans une autre suite nuptiale, vêtue d'une robe qui faisait passer celle que Vanessa avait choisie pour un torchon. Loretta s'affairait autour de mon voile tandis que la cousine de Dante, désormais ma meilleure amie, retouchait mon maquillage. Mon téléphone vibra. Un SMS de Vanessa. J'ai vu l'annonce de tes fiançailles. Maman n'arrête pas de pleurer. Comment as-tu pu faire ça à notre famille? Je l'ai supprimé sans répondre. Un autre SMS, cette fois d'un numéro inconnu. Félicitations pour ton prochain mariage. Derek te salue depuis la prison. J'ai souri. On a frappé à la porte et Marco a passé la tête. Madame Castaglianiano, pas encore. Je lui ai rappelé qu'il était déjà assez tôt. Il te demande. Il dit qu'il ne peut plus attendre. Loretta a ri. Mon fils n'a jamais été patient. Vas-y, Cara, on te retrouve à l'hôtel. Je trouvais Dante dans le couloir, arpentant les lieux comme un animal en cage dans son smoking sur mesure. Quand il me vit, il s'arrêta. Tu n'es pas censé me voir avant le mariage. Je répondis. Au diable les traditions. Il m'attira vers lui. J'avais besoin de m'assurer que tu étais réel, que tu allais vraiment le faire. Tu n'as pas peur? Jamais. Il m'embrassa tendrement. J'attends juste que tu te rendes compte que tu pourrais trouver mieux. Il n'y a pas mieux, ai-je répondu honnêtement. Il n'y a que toi, a-t-il dit en posant son front contre le mien. Je t'aime, Emma, plus que je ne pensais pouvoir aimer quoi que ce soit. Je t'aime aussi. Toi, homme possessif, surprotecteur et complètement fou. Ton homme possessif, surprotecteur et complètement fou. Le mien, ai-je acquiescé. La cérémonie était intime, avec seulement la famille et les proches dans une chapelle privée que Dante avait apparemment achetée pour l'occasion. Ma mère n'était pas venue, toujours furieuse de ma trahison envers Vanessa. Je m'en fichais. Loretta m'avait adopté comme sa fille et la famille de Dante m'avait accueilli à bras ouverts. Lorsque j'ai remonté l'allée et que j'ai vu Dante qui m'attendait, les yeux brillants de larmes, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Nous avons prononcé nos vœux en anglais et en italien, promettant de nous aimer pour toujours et à jamais, avec toutes les phrases dramatiques et romantiques qui nous venaient à l'esprit. Lorsque le prêtre nous a enfin donné la permission de nous embrasser, Dante m'a serré dans ses bras et m'a embrassé comme s'il allait mourir sans moi. Madame Castaglianiano, a-t-il murmuré contre mes lèvres. Enfin, la réception était exactement comme je l'avais imaginé. Somptueuse, magnifique, pleine d'hommes dangereux en costumes coûteux et de leurs élégantes épouses qui me traitaient comme une reine. Nous avons dansé jusqu'à en avoir mal aux pieds, mangé des mets divins, et j'ai regardé mon mari charmer tout le monde dans la salle sans jamais me quitter des yeux. Vers minuit, il m'a prise à part. « Prête à partir? » m'a-t-il demandé. « Où ça? »« En lune de miel. Je t'emmène en Italie. À Naples, plus précisément. Je veux te montrer d'où je viens, te présenter ma famille là-bas, te gâter pendant 2 semaines. Et ton travail? Ça peut t'attendre. » Il m'embrassa dans le cou. « Tu es ma priorité maintenant, amour. Pour toujours. » Alors que nous quittions la réception sous une pluie de pétales de roses, je jetai un dernier regard à la vie que je laissais derrière moi. La fille invisible qui s'était tuée à la tâche pour des gens qui ne l'appréciaient pas, qui avait été trahie, rejetée et effacée. Cette fille avait disparu. À sa place se trouvait une femme qui avait été revendiquée par un monstre et qui avait appris que parfois, les monstres étaient exactement ce dont on avait besoin. Une femme qui avait choisi le danger et la passion plutôt que la sécurité et l'invisibilité. Une femme qui s'était trouvée en laissant quelqu'un d'autre la voir en premier. Dante m'a aidé à monter dans la voiture, pas le SUV cette fois, mais une Alfa Romeo Vintage qui ronronnait comme un chat dangereux, et nous avons traversé la ville en direction de l'aéroport. Des regrets?
demanda-t-il en prenant ma main. Je regardais mon alliance, dont les diamants et les saphirs reflétaient les lumières de la rue comme des étoiles, puis l'homme à côté de moi qui avait bouleversé tout mon univers. Pas un seul, répondis-je honnêtement. Il porta ma main à ses lèvres et embrassa mes doigts. Tant mieux, car vous êtes coincée avec moi maintenant, Madame Castiano. Pour le meilleur et pour le pire. Surtout pour le pire, te connaissant. Probablement. Son sourire était malicieux, mais jamais ennuyeux. Alors que nous roulions dans la nuit vers notre avenir, vers l'Italie, vers une aventure et une vie que je n'aurais jamais cru possible, je pris conscience d'une chose importante. Être invisible était sûr, confortable, facile. Mais être vu, vraiment vu, sincèrement chéri, complètement revendiqué par quelqu'un qui m'aimait assez pour brûler le monde pour moi. Ça, c'était vivre. Et j'étais enfin glorieusement